Première partie évidemment musclée, comme vous l'avez attendu, et comme je ne voulais pas froisser Maria Poumier, militante communiste, mais il faut toujours être courtois avec les gens qui sont communistes, qui ont le courage de venir à Radio Courtoisie, une dame, et que je ne voulais pas la choquer. Je voudrais rappeler que quand même, en souvenir de Serge de Beketch, qui ne manquait jamais de rappeler cet événement, nous sommes le jour de Cameron. Voilà, le jour de gloire et de peur, de cendres, de mort de la Légion étrangère. Et je crois que c'est un des grands, beaux spectacles, grands symboles de la France. Il faut toujours ne jamais oublier que la Légion étrangère est composée d'étrangers au service de la France, et qui, quand ils avaient bien combattu, devenaient français. Alors qu'aujourd'hui, on a tendance à devenir français, en général, plutôt quand on a combat. Voilà. Alors, j'ai très grand plaisir de recevoir Pierre Hilard. Donc Pierre Hilard est docteur en sciences politiques. Pierre Hilard est un grand spécialiste on peut dire, les menées souterraines, le mondialisme. Il a publié plusieurs ouvrages, dont Minorité et régionalisme, qui en est à sa 5e édition. Oui. La décomposition des nations européennes, 2e édition. Permettez-moi, avec ce petit rajout, le sous-titre, puisque le livre date de 2004, de l'Union euro-atlantique à l'état mondial, où j'ai expliqué en 2004 que la construction européenne était le marchepied vers le marché transatlantique, lui-même marchepied vers le bloc, enfin la gouvernance mondiale. Et justement, on va parler du grand marché transatlantique. Donc, Pierre Hilard a également publié La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, et je dirais que c'est pour moi, c'est l'ouvrage indispensable à lire, parce que c'est celui qui est peut-être le plus large, le plus englobant, peut-être le plus facile à lire, et qui permet ensuite de se pencher, parce que les questions du régionalisme, des minorités, sont parfois un peu complexes. Ou par exemple, vous avez écrit un ouvrage sur la fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale, c'est un ouvrage plus spécialisé, je dirais plus spécifique. C'est l'ouvrage en français d'ailleurs, voilà, sur Bertelsmann. Oui, mais je suis d'accord avec vous. C'est comme l'ouvrage sur Nimbrick que j'ai publié, c'est le seul au monde. Oui. Voilà. Bon, mais là, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial est un excellent ouvrage parce que ça retrace les différentes étapes de cette marche, avec des degrés, pourrait-on dire, vers le nouvel ordre mondial. Oui. Voilà. Destination Babel. Voilà. Alors, là, vous avez regroupé un certain nombre de textes récents. Donc, il y en a de 2003, mais l'essentiel, c'est 2012-2013. Donc, que vous avez regroupé sous le titre Les Chroniques du mondialisme, et que donc vous venez de publier chez un éditeur courageux qui publie des livres très intéressants, François Sainz, et qui s'appelle Le Retour aux sources, et donc qui a publié Piero San Giorgio, qui a publié Anthony Sutton, Michel Drac, évidemment, Sutton, bien sûr, et puis Lucien Cerise que nous avons cité tout à l'heure, Adrien Bozzi, voilà, et qui a publié là tout dernièrement, c'était nos invités le mois dernier, sur la guerre des monnaies, la Chine, la guerre des monnaies, donc la Chine et le nouvel ordre mondial. Et c'est un travail colossal puisqu'il fallait traduire et adapter du chinois un livre rempli de citations. Voilà, donc c'est Lucien Cerise et Jean-François Goulon qui sont ils sont chargés de cette lourde tâche avec brio. Magnifique travail. Donc, on peut le constater les lecteurs. Je le répète, donc le 15 juin, amis auditeurs de Radio Courtoisie, ne ratez pas la fête du livre qui se déroulera à l'espace Champéret, donc Paris 17e, c'est très facile, c'est porte de Champéret. Et donc, à mon stand, il y a toutes sortes de stands, mais à mon stand, j'aurai le plaisir de recevoir Pierre Hilard. J'ai cédé à votre violence. Très facilement. Voilà. Donc, Lucien Cerise, qui a accepté de venir. Paul Durand, qui sort à la fin du mois un ouvrage tout à fait exceptionnel qui est un guide dissident de l'Allemagne et de l'Autriche. Donc c'est un domaine totalement différent et il sera mon invité fin mai.
et également Farida Belgoul qui avait eu la gentillesse d'accepter de venir à Radio Courtoisie et donc qui a publié plusieurs ouvrages, dont un ouvrage contre la théorie du genre qui s'appelle Papa porte un pantalon et Maman porte une robe. Voilà, bon. Donc j'espère que je dirais que j'ai tendance à faire venir des gens un peu différents des auteurs classiques de Radio Courtoisie, mais je crois qu'il faut par exemple, Lucien Cerise, bon, on peut le révéler peut-être, bon, mais vient de l'extrême gauche. Il a largement évolué. Et c'est quelqu'un qui a compris, mais j'apprécie des gens qui font un chemin. Et Farida Belgoul, comme on l'avait dit, Alain de Benoît était là, si elle avait suivi la trajectoire qui devait être la sienne, telle qu'elle avait été définie par les hiérarques du Parti Socialiste et ceux de SOS Racisme, aujourd'hui, elle serait à la place de Najat Vallaud-Belkacem. Elle aurait été députée et ministre, parce qu'elle avait l'envergure pour ça. Et aujourd'hui, elle a les pires ennuis, parce qu'elle s'occupe d'un truc qui n'existe pas, selon les ministères, qui s'appelle la théorie du genre et le culte de toutes les déviations. Voilà. Donc Pierre Hillard, je dois dire que vous vous inscrivez un peu dans toute cette chaîne aussi de penseurs dissidents, ou d'analystes. Il faut bien s'occuper dans la vie. Alors, on va attaquer directement, on va attaquer en plein de sujets. On reviendra peut-être à d'autres thèmes, mais parce qu'il faudra qu'on revienne aux lois Noachide, qui sont essentielles. C'est le cœur nucléaire. Voilà. Mais je voudrais qu'on parle d'un sujet dont personne ne parle, hormis quelques blogs sur Internet, hormis Faits et Documents, la lettre que j'anime, hormis quelques personnes d'exception, je dirais Charles Sana, des gens comme ça, qui est les négociations sur le grand marché transatlantique, qui est une escroquerie stupéfiante, qui va provoquer, qui va finir la ruine de l'Europe, et qui va être adoptée parce que c'est une marche irrésistible, avec des réunions secrètes, et personne ne peut consulter les documents. Donc, si c'est pas un complot, je sais pas ce que c'est. Oui, alors le marché transatlantique qui a été officiellement lancé par le président Obama en février 2013 lors de son discours sur l'état de l'Union. Et les choses sont apparues comme ça, brutalement, comme si ça avait été préparé la veille. Évidemment, le marché transatlantique a des racines. Alors, pour expliquer d'abord la situation actuelle, il faut toujours, c'est le principe de causalité cher à Jacques Mainville, il faut toujours remonter aux causes. Le marché transatlantique, on trouve les origines avant la Seconde Guerre mondiale, plus exactement en 1939, avec un journaliste américain qui s'appelait Clarence Streit, qui était journaliste au New York Times, et déjà, donc rien que le nom de ce journal montre le niveau du bonhomme, mais qui était aussi, il faut le savoir, boursier des bourses d'études Cecil Rhodes en 1920. Ou 21, enfin tout juste après la Première Guerre mondiale. Donc Cecil Rhodes, je rappelle, est mort en 1902, qui est un des grands princes du mondialisme et qui voulait la gouvernance mondiale, mais étalée sur des générations et des générations. Donc, et qui a réussi à donner son nom à un pays qui a disparu aujourd'hui. La Rhodésie. Du sud et du nord, voilà. et les actuels Zimbabwe, voilà. Et en fait, même l'Afrique du Sud, à l'époque, colonie du Cap, à l'origine, c'est Cecil Rhodes. Ce sont des fortunes colossales. Ah oui, c'est quand même le fondateur, enfin, de l'industrie diamantaire de Beers, en lisant avec les Rothschild, qu'on retrouve toujours avec la City. C'est City et Rothschild, c'est un même mot, si je puis dire. D'ailleurs, s'il y avait qui est décrit dans la guerre des monnaies. Voilà. Et d'ailleurs, s'il y avait une véritable révolution à faire, ce serait deux choses à détruire: les principes de 1789 et la City de Londres. Bon, le jour où ça sera fait, à mon avis, là, on commencera à respirer. Alors, donc, l'ami Clarence Streit, bourse d'études Cecil Rhodes, journaliste au New York Times, et en particulier, journaliste au New York Times auprès de la SDN, Société des Nations. Donc, on voit tout de suite le bonhomme. Et il sort un bouquin en 1939 intitulé Union Now, enfin, l'Union maintenant, avec un sous-titre Proposition pour une union fédérale des démocraties de l'Atlantique Nord, où déjà en 1939, il évoque cette volonté de créer un bloc euro-atlantique, Europe-Amérique unifié. Alors, il va avoir les soutiens des plus grands, puisqu'il va avoir le soutien de William Donovan, qui va être durant la Seconde Guerre mondiale le patron de l'OSS, ensuite l'ancêtre de la CIA, voilà. Il va avoir le soutien des présidents Roosevelt, Truman. Bref, il a vraiment le soutien, et je passe d'autres noms, il a le soutien à la fois politique, économique, militaire, service secret pour son ambition. Donc il est vraiment largement soutenu. Et chose très intéressante,
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 2 étapes, 1954 et 1962, il lance ce qu'on appelle une déclaration transatlantique pour accélérer la mise en forme d'un bloc euro-atlantique unifié avec des normes douanières communes, les tarifs douaniers qui sont supprimés, une liberté des biens, des personnes, enfin bref, tout ce qui permet de créer un lac, je veux dire atlantique, des 2 côtés des rives de l'Atlantique, entre donc l'Europe et l'Amérique. Et chose très intéressante, il va avoir le soutien, que ça soit en 1952 ou 1954 et 1962, il va avoir le soutien des plus grands, que ça soit côté américain, côté français, côté allemand, côté anglais. Alors, je ne peux pas citer tous les noms, mais les quelques noms que je peux citer, outre les noms déjà cités comme Roosevelt, Truman, etc. Enfin, Roosevelt était mort en 45, mais il était déjà acquis à la cause avant même d'avoir signé. Il a le soutien, par exemple, de Julian Huxley, qui était le frère de Aldous Huxley. Je rappelle, Julian Huxley, qui était le premier président de l'UNESCO, eugéniste, qui a joué un rôle, entre autres, dans la création de Bilderberg. Mais il va avoir aussi le soutien de Français. Et les références les noms que je vais citer, on peut retrouver le site officiel de Clarence Strike, qui est mort en 1986, sur le site strikecouncil.org. Voilà, c'est le site officiel. Et quand on voit la liste des personnes qui ont signé, il y a des gaullistes, et non des moindres. Donc en faveur de ce marché transatlantique, on trouve Michel Debré, on trouve Schuman, on trouve aussi le socialiste Guy Mollet, mais il est vrai qu'en 1956, il avait lancé le projet d'une union franco-anglaise. On trouve aussi Jacques Rueff, le conseiller économique du général de Gaulle. On trouve aussi, là j'avoue que ça m'a surpris, mais on trouve aussi le nom du général Végan. J'avoue que ça m'a fait drôle de voir ça. Et vous avez, alors je ne sais plus si c'est pour l'année 54 ou l'année 62, notre seul économiste français, Maurice Allais, qui a signé. Alors il faut se remettre dans le contexte de l'époque de la guerre froide. Évidemment, il fallait s'opposer au monde communiste soviétique, mais s'opposer au monde, vous savez, c'est le principe de la mâchoire. S'opposer à une branche de la tenaille ne veut pas dire qu'il faut aussi s'appuyer sur l'autre branche. Et le problème, c'est que ces gens-là... Ce sont les 2 branches d'un piège à... Voilà. Je ne dirais pas le mot, mais... Voilà. Et donc, on voit que déjà, le projet était bien installé avant la Seconde Guerre mondiale. Il s'accélère après 45. On peut retrouver le fameux discours du président Kennedy du 4 juillet 1962, où il appelle à une création d'un bloc euro-atlantique. Enfin, il dit une déclaration d'interdépendance entre l'Europe et l'Amérique. Discours qu'on peut retrouver très facilement. Il y a le fameux Richard de Coudenhove-Kellergy, le fondateur de la Pan-Europe, qui en 1950, outre le fait d'appeler à une Europe unifiée, voulait, et le discours on l'a sur le site du prix Charlemagne, karlsprice.de, appelait à la création, je cite, d'une union atlantique, l'Empire britannique faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique, et il appelle cela une fédération à 3, 1950. Donc on voit que les choses, mais on est en pleine guerre froide, et les choses sont certes élaborées, énoncé, mais ça traîne. Et il faut finalement attendre la chute du mur de Berlin pour voir les choses s'accélérer. Alors déjà, toutes les informations pour vraiment l'accélération du marché transatlantique, je le dis, je le redis, sont sur le site de la Commission européenne. On ne peut pas faire plus officiel, côté complotiste. Le complot n'existe pas. Les choses sont discrètes. C'est le principe de Wells, vous savez, l'open conspiracy, la conspiration ouverte. Les choses sont discrètes, mais elles sont pas cachées. Il faut chercher un peu, être curieux, qualité rare. Et donc, tous les textes en faveur du marché transatlantique ont été élaborés par la Commission européenne dès 1990. Et vous en avez plusieurs. Alors, tout ça, donc, pour créer, avec abolition des tarifs douaniers, etc., libre-échange en tout genre, et des normes communes des 2 côtés. Vous avez 1990, la déclaration transatlantique, 1995, le nouvel agenda transatlantique, 1998, le partenariat économique transatlantique, et vous avez, en 2007, sous l'égide d'ailleurs de l'Allemagne d'Angela Merkel, c'est elle qui a mené l'histoire, la CET, le Conseil économique transatlantique. Tout ça pour vraiment poser les jalons en faveur du marché transatlantique. À cela, j'ajoute le rôle d'un think tank euro-américain ultra puissant. Et d'ailleurs, j'en parlais. Réservoir de oui, réservoir. Bon, je mettrai une pièce dans le cochonnet. Oui, réservoir à penser. Oui, c'est vrai. Think tank. En allemand, on dit Denkfabrik. Il n'y a pas de traduction littérale. Parlez plutôt allemand, d'ailleurs. Ouais. Der Transatlantic Policy Network. Voilà. Alors, avec l'accent. Vous allez voir comme ces choses s'accumulent, parce que donc je citais les travaux de la fondation de la Commission européenne, mais vous avez donc ce fameux
réservoir à penser euro-américain qui s'appelle le TPN, le réseau politique transatlantique, qui a été créé en 1992 et qui a le soutien de tous les multinationales. J'en ai pas, c'est simple. Voilà, vous en citez quelques-unes, oui. Boeing, Microsoft, Nestlé, IBM. Voilà, et Boeing, Coca-Cola, Michelin, mais j'en parlais déjà dès 2004. Et donc, il y a un soutien financier colossal, soutien des instituts de recherche comme Chatham House, comme le CFR, Bertelsmann, la Rand, enfin, vous en avez l'embarras du choix. Et ce TPN, en liaison avec la Commission européenne, et donc en liaison avec les représentants, les apatrides européens et nord-américains, a mis son poids dans la balance, qui est énorme, pour favoriser ce marché transatlantique. Je rappelle que ce TPN, il y a 2 présidents d'honneur, un américain, l'autre européen, et côté européen, ça n'a pas changé. Il s'appelle Peter Sutherland, qui est un des grands princes du mondialisme. Je crois qu'il a tout fait entre la London School of Economics. Enfin, il a un CV terrible. Et le directeur du TPN, c'est un député anglais au Parlement européen qui s'appelle James Ellis. Et pendant les années 2000, parmi ces dirigeants, il y avait énormément d'Allemands, et une Allemande en particulier, une socialiste allemande qu'on ne connaît pas, qui s'appelait Erika Mann. Mais vous avez eu, parmi tous les intervenants, alors je cite toujours les travaux de la Fondation Bertelsmann, et j'en avais parlé lors d'une émission avec vous. J'avais même apporté le livre avec la photomontage où tous les travaux émanant des travaux entre les centres de recherche allemands, anglais, américains avaient été donc travaux faits durant les années 2002-2003 et remis dans un bouquin en 2004. Mais vous avez le livre d'Édouard Balladur qui est appelé en 2006-2007 la création d'un bloc euro-atlantique. Et puis vous avez un autre livre qui était sorti à peu près les mêmes années. Rien que le titre d'ailleurs est révélateur. Le titre c'est Euramérique, appelant donc à la mise en place d'un bloc euro-atlantique, sorti aux éditions PUF, les presses universitaires de France, et pas n'importe qui. L'auteur c'était Hervé de Carmois, vice-président de la Trilatérale Europe. Donc on voit qu'on grouille littéralement dans un magma mondialiste. Plus derrière des organisations. Vous êtes très prolixe, vous connaissez toutes les dates, mais comme le groupe de Bilderberg, qui évidemment, j'allais le dire, créé. D'ailleurs, on reviendra sur Rettinger. Ah, Joseph, celui-là. Joseph. Oui. C'est intéressant. Bon, donc on va revenir dessus. Mais ce que vous nous dites là, il y a des auditeurs. D'ailleurs, on a un auditeur qui nous dit, vous lisez pas ce message, mais qui nous dit, par exemple, on a un message. Le nouvel ordre mondial avait fait parvenir à l'État en 1974, un projet par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères. À l'époque, il n'avait pas eu d'écho, il avait été mis au panier. Alors, ce genre d'éléments, on en a souvent. Si vous voulez, vous prenez les ouvrages de Jacques Bordiot, les ouvrages de mon ami qui est décédé, Yann Comble. C'est des gens qui, depuis longtemps, Henri Coston, recensaient cette espèce de veine d'aspiration mondialiste qui a une très longue histoire et que vous faites remonter à très loin. Mais il y a 2000 ans. Voilà. Mais en tant que tel, il y a des moments où ça aboutit. Et il y a des moments où ça n'aboutit pas. Il y a des moments où on sort, même pas des ballons d'essai, on sort des études. Et ce que je voudrais que vous nous expliquiez, c'est pourquoi est-ce que là, parce que si vous voulez, par exemple Kennedy qui fait son discours sur une espèce de projet transatlantique, c'est un projet utopique qui est pas destiné à une négociation. En fait, c'est les fameuses sorties d'un certain nombre d'auteurs, c'est nous ferons le nouvel ordre mondial, même contre ceux qui le veulent, etc., en nous passant des appareils démocratiques, enfin ce genre de choses on connaît. Mais là, ça surgit, il y a un arrière-fond évidemment, un peu comme pour la gnose, mais il y a un arrière-fond, et là d'un coup, le projet sort en bloc, le président Obama le sort, et puis les négociations commencent aussitôt dans le secret. On va en reparler, parce qu'on ne peut des bribes et on encore. ne peut même pas consulter. Alors, je veux dire, les organisations qu'on appelle altermondialistes elles font un travail remarquable sur Internet, parce qu'ils ont réussi à trouver des documents, à trouver des éléments, et puis avec les vertus, des clés USB, etc., il y a des documents qui circulent.
Et donc, on arrive à avoir des choses, mais qui sont même volées par des fonctionnaires, qui sont écœurés. Il y a des fuites. Mais, je pense que vous allez nous donner la réponse, mais pourquoi est-ce que ça a été lancé, mais véritablement mis en application par le président Obama l'année dernière? Alors, parce que pour moi, c'est parce que la situation américaine est catastrophique. Ben voilà. Alors, bon, Obama, comme tous les représentants français, allemands, etc., italiens, ne sont que des porte-parole. Donc on a demandé à Obama, tu vas dire ça. Pourquoi? La situation économique américaine, et j'en parle dans un des chapitres de mon bouquin, la situation économique américaine est désastreuse. C'est simple, il y a un chiffre qu'il faut retenir, c'est bien simple, je suis tombé sur le site officiel, j'ai mis la référence, mais même en tombant sur le site officiel, j'ai fait des recherches ailleurs, tellement ça me paraissait dingue. Depuis que Obama est arrivé au pouvoir, l'accumulation de dettes depuis Obama est plus importante que l'accumulation de dettes des États-Unis du premier président des États-Unis, George Washington, jusqu'à Bill Clinton. Et on en reste absolument médusé. Ça montre qu'il y a, en fait une prolifération cancéreuse. C'est même pas une montagne de dettes, c'est des billets qui partent de la Terre et qui vont jusqu'à la Lune. Hein, oui, c'est bien simple. C'est comme on parle en années-lumière, on vous dit c'est à 10 millions d'années-lumière, l'autre va dire 115 millions, j'avoue, je fais plus la différence. Bah là, c'est pareil, c'est une telle accumulation, on fait plus la différence. Donc, et vous avez, maintenant, aujourd'hui, vous avez 25% à 30% de la population américaine qui peut pas se nourrir à sa faim. Je vais vous donner les chiffres. Qui vit avec des bons. Je peux vous donner les chiffres puisque quand Obama est arrivé au pouvoir, vous aviez 32 millions d'Américains qui dépendaient des coupons alimentaires, on n'a pas crevé de faim. Dans mon livre, j'ai mis le dernier chiffre que j'ai obtenu, c'était 47 millions. Et il y a une semaine de ça, en faisant quelques petites recherches, le nouveau chiffre vient de tomber. On est passé de 47 à 49 millions. Pour une population de 300 millions d'Américains, c'est-à-dire 1/6. Donc, il y a 1/6 de la population américaine qui a besoin de coupons alimentaires pour ne pas crever de faim. Donc, parce qu'il n'y a pas le système, il faut rappeler que parce qu'il faut rappeler que c'est une je vais pas faire comme certains, mais enfin, c'est une véritable réalité. À la différence du système européen, pourrait-on dire, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'APL, il n'y a pas un filet, il n'y a pas de RSA, etc. Il n'y a pas de voilà. Et donc quand vous crevez de faim, vous crevez de faim. C'est une réalité. D'ailleurs, intéressant de voir. Et donc les gens, on leur distribue des bons. Taux de mortalité. Et ils sont obligés ils mangent avec. Ah oui, parce qu'il faut. Ils vivent dans la misère la plus totale. Très intéressant. Vous savez, il y a une branche qu'il faut toujours étudier, c'est la démographie. Et il faut voir que le pourcentage taux de mortalité aux États-Unis, le niveau de vie baisse. Parce que l'espérance de vie. L'espérance de vie baisse parce que on mange moins bien, on est moins résistant aux maladies. On se nourrit, on se soigne moins bien. Remboursement toujours de médicaments qui se font pas ou très mal. Enfin bref, donc il y a un impact sur l'espérance de vie. Ça c'est révélateur. Et d'ailleurs je rappelle une chose, c'est comme ça que l'Union soviétique s'est cassée la figure. Et Emmanuel Todd l'avait très bien montré. Pour les auditeurs de Radio Courtoisie, vous en avez tous vu des exemples ou lu. Si vous n'avez pas des assurances qui sont extrêmement chères, une opération qui ne va rien vous coûter en France, aux États-Unis, va vous coûter $300 000, $400 000, $600 000. Et si vous payez pas, vous n'êtes pas opéré. Il faut pas avoir la panicite. Hein. Voilà. Donc c'est un truc, je crois que les Français, les Européens ne se rendent pas du tout compte de cette chance dont ils disposent encore. Temporaire, parce que ce fameux marché transatlantique, c'est l'imposition des normes américaines dans tous les domaines, que ça soit l'aspect économique, que ça soit l'aspect médical. Donc les fameuses protections qu'on a en tout genre encore en Europe vont fondre comme neige au soleil. Et il faut voir une chose, c'est que les États-Unis, enfin quand on dit États-Unis, il faut dire les élites oligarchiques américaines et anglo-saxonnes, parce que il faut toujours penser en arrière-fond la City, qui est le maître d'œuvre dans l'histoire. Laquelle d'ailleurs vous consacrez un chapitre très éclairant. Capitale de la mafia planétaire. Ouais. Voilà, c'est le jour où ça sautera, mais vraiment dynamité et les gens qui vont avec, l'humanité, je vais pas dire que ça sera un âge d'or, mais en tout cas on respirera mieux. Voilà. Alors, en fait, les élites anglo-américaines, avec ce bloc euro-atlantique, disent, et c'est l'expression qu'utilise la Fondation Bertelsmann, le G2, nous pourrons
avec ce bloc euro-atlantique unifié, avoir un marché de 800 millions de consommateurs, représentant grosso modo 700 à 800 milliards de dollars d'échanges en tout genre, 40% du PIB mondial, chiffre arrondi. Donc, on sera le primus inter pares dans l'histoire. Et le poids de ce bloc euro-atlantique sous l'égide de Londres et de Washington sera tel que les autres pays du monde, et en arrière-fond, c'est la Chine, devront se plier aux normes anglo-saxonnes. C'est-à-dire que c'est eux qui imposeront un mode d'emploi à suivre pour tout ce qui est commerce, finance. Donc, ils jouent là-dessus. Avec la continuité du primat du dollar. Voilà. Alors, en sachant qu'il y a au sein du monde anglo-saxon des rivalités. Et là, je vais balancer une information, je crois l'avoir dit, mais il faut répéter. On parle toujours des États-Unis. En fait, dans le bloc euro-atlantique, c'est le bloc nord-américain. Canada, États-Unis, Mexique. L'ALENA. L'ALENA, c'est l'équivalent de la CEE, Communauté économique européenne. Et l'ALENA doit sauter pour passer à une étape supérieure qui s'appellerait Communauté ou Union nord-américaine. Un bloc Canada, États-Unis, Mexique, unifié d'un point de vue politique, économique, militaire, et financier. Et sécuritaire, pardon. Sécuritaire et services secrets. Et la chose, d'un point de vue... Alors la chose devait, j'en parlais dans mon livre, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, devait avoir lieu en 2010. Programme officiel. Il y a eu de retard, parce qu'on est sur Terre, c'est une immense machinerie. La chose s'est mise en place en partie juillet 2013. En effet, vous avez... En juillet 2013, la sénatrice américaine Dianne Feinstein, Dianne avec 2 N, qui a présenté lors d'une audition au Sénat américain, une audition filmée qu'on peut retrouver sur Internet, tout ce qui avait trait à la protection des États-Unis avec la NSA. Donc vous tapez sur YouTube Dianne Feinstein, NSA 2013. Et elle présente donc la politique de protection en tout genre pour lutter contre le terrorisme et les méchants musulmans, je mets des guillemets bien sûr. Et dans cette histoire, un de ses collaborateurs montre une grande carte représentant le rôle de la NSA, institut américain, aux États-Unis. Et en fait, c'est pas le territoire américain qui est montré, c'est le rôle de la NSA au niveau du bloc nord-américain unifié, Canada, États-Unis, Mexique, où à l'intérieur les frontières ont disparu. Et ça correspond exactement au programme de tout ce qui a trait à la sécurité, intitulé mise en place d'un périmètre commun de sécurité, dans le programme qui devait voir le jour en 2010. Donc, d'un point de vue militaire... Schengen. Oui, mais là c'est du super, en plus musclé. Donc, cette chose qui devait voir le jour en 2010, a vu le jour l'été 2013. Donc, quand j'ai vu ça à l'époque, je me suis dit, bon, l'aspect sécuritaire c'est fait, l'aspect politique économique, ça va arriver aussi pas dans 30 ans, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on sent qu'il y a un projet. Mais il y a une chose qu'il faut impérativement comprendre, c'est que la mise en place de ce marché transatlantique va de pair avec l'instauration d'un marché transpacifique où les États-Unis jouent le même rôle de rallier à eux les pays comme l'Australie, le Vietnam, le Japon, etc., sauf évidemment la Chine, et les États-Unis constitueraient dans ce cas-là une sorte de prise multiple avec la prise multiple européenne rattachée à sa côte est et la prise multiple avec sa côte ouest rattachant les pays du Pacifique, donc pour créer un immense bloc sous son égide, tellement lourd d'un point de vue économique, militaire, etc., que la Chine serait obligée de se plier aux normes et aux diktats américains. C'est tout l'enjeu du truc, qui va de pair avec l'affaire ukrainienne, parce que tout ça c'est lié. Il faut à tout prix en parler parce que les Américains ont eu chaud aux fesses avec Poutine. Vous avez dans l'affaire ukrainienne, il faut toujours rappeler les propos de Brzezinski dans le Grand Échiquier où il dit que si la Russie perd l'Ukraine, elle perd son rang d'empire. Alors, il faut procéder par étapes. La Russie a lancé dans les années tout début des années 2000 la Communauté économique eurasiatique. Et fin 2011, Vladimir Poutine a lancé l'Union eurasienne. Union eurasienne qui regroupe la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie. Et je cite l'ami Poutine, puisque il suffit de
de rappeler les propos qu'il cite à la fin de l'année 2011 au sujet de cette union eurasienne. Il dit, je cite, « Nous proposons un modèle de puissante union supranationale capable de devenir un des pôles du monde moderne et de jouer le rôle de connecteur efficace entre l'Europe et la région Asie-Pacifique. » Donc une union eurasienne supranationale faisant le pendant à l'Union européenne. Ça s'inspire des thèses de Dugin Non, moi je pense que dans la communication de Poutine, bon, il y a déjà, il reprend la rhétorique des élites bruxelloises, d'une part, pour rassurer d'une certaine manière, et je pense que dans l'esprit de Poutine, lorsqu'il parle de supranational, c'est-à-dire autour de la Russie, ou intégré d'une certaine manière à la vision impériale qui est celle des élites russes sur la très longue durée. Là, je crois qu'aussi les mots sont pas toujours les choses, donc je crois que l'idée de supranationalité dans l'esprit de Vladimir Poutine n'est peut-être pas le même que celui des élites oligarchiques, qu'elles soient nord-américaines ou bruxelloises. Enfin, alors, avant que vous continuiez, c'est mon sentiment. Cher Pierilla, donc je rappelle, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, que vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la Résistance française. Et je reçois ce soir Pierre Hillard pour son ouvrage Chronique du mondialisme, qui vient de sortir chez Le Retour aux Sources. Et Pierre Hillard dédicacera ce livre dans quelques jours, vous avez le temps, donc le vendredi 16 mai à la Librairie Française, qui est une nouvelle librairie de la mouvance de Radio Courtoisie, pourrait-on dire, qui se trouve 5 rue Auguste Bartholdi par un 15e, de 17 à 19h30. Alors je rappelle, le vendredi 16 mai 2014, à la Librairie Française, 5 rue Auguste Bartholdi, Paris 15e, de 17h à 19h30. Alors j'ai reçu un certain nombre de messages entre-temps, on me demande de repréciser pour la biographie que je viens de publier, donc le vrai visage de Manuel Valls. Vous pouvez l'acquérir sur Internet en allant sur le site vraivisagemanuelvalls.com, où vous allez dans les librairies amies parisiennes de la mouvance, et je dédicacerai cet ouvrage samedi 3 mai, donc samedi qui vient, de 14h30 à 18h, à la librairie Facta, qui est 4 rue de Clichy, Paris 9e, métro Trinité. Et vous, c'est le 16 mai à la rue 5 rue Auguste Bartholdi, cher Pierre Hillard. Oui. Alors, je voudrais intervenir, mais je sais bien que vous... Il faudrait quand même qu'on se recentre un petit peu, mais on va revenir, si vous voulez, sur l'Ukraine ensuite. Parce que c'est lié au marché transatlantique, vous allez voir. Je voudrais que vous nous parliez quand même, parce que vous n'avez pas dit pourquoi ça avait démarré, et pourquoi ça va aussi vite, et pourquoi on ne... Expliquez bien, parce que les auditeurs, je me dis, ils peuvent pas nous croire. On n'est pas assez... Ces documents sont secrets. Personne ne peut les consulter. Ou alors, je crois qu'ils en ont une partie que ça coûte une fortune. Oui, alors... C'est-à-dire qu'on demande aux gens, personne ne sait de quoi on parle. Parce qu'ils les ont tenus secrets le plus longtemps possible. Oui. Et on a eu des bribes qui sont sorties. Il y a eu quelques bribes dans la grande presse. Je crois que Marianne avait consacré une couverture. Bon, sincèrement, j'ai lu, ça ne peut pas aussi loin qu'on le voudrait, bien sûr. Pas foutu de citer ne serait-ce que le site de la Commission européenne. Comment voulez-vous que le journal de Joseph Massescaron puisse être sérieux, quand même? Au moins, ils avaient titré, voilà. Au moins, ils ont au moins alerté avec le titre. Bon. Après, c'est vrai que ça va pas très... Oh là là, non, c'est vite vu. C'est vite digéré. Alors, déjà, à l'origine, ce marché transatlantique doit en théorie voir le jour en 2015. La chose était déjà annoncée en 2004. En 2004, dans le fameux... Oui, mais j'en reviens. Obama le dit en 2013, ça démarre, et ça démarre sur les chapeaux de roue. Oui. Parce qu'il en a besoin. Il en a besoin, mais... Le fait déjà d'avoir annoncé ça en 2004, qu'il fallait qu'en 2015 ce soit... Il y a des gens, vous savez, ils disaient déjà préparé. On va aller sur la Lune. Vous savez, on le disait quand même déjà depuis longtemps. Oui. Puis un jour, les Américains, ils ont été vexés par les Russes. Ils ont dit que ça a été la course à la Lune. Mais ils y sont allés, en gros, en 10 ans. Bon, et là, comme le temps s'accélère, c'est absolument incroyable. C'est une course folle. C'est une course folle. Alors j'ai vu qu'ils ont... Alors c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression qu'on se trouve sur un match de boxe, puisque vous avez vu que dans quelques jours, c'est le 5e round. Il est indiqué. On sait toujours pas sur quoi. On ne sait même pas les gens qui discutent entre eux.
Les listes sont tenues secrètes et on n'a pas accès aux documents. Il faut le répéter aux auditeurs de Radio Contrôlée. C'est et je rappelle, tout est caché. Et je rappelle la visite de François Hollande en février 2014 aux États-Unis où il a dit qu'il fallait que ces négociations s'accélèrent. On a envie de dire, je veux bien, mais enfin, il faudrait d'abord savoir de quoi vous parlez. Mais vous savez, déjà avec les documents que nous possédons, il est possible d'avoir une petite idée de la sauce à laquelle on va être mangé. Je rappelle une chose en particulier dans cette accélération, c'est que vous avez eu une tentative déjà à la fin du XXe siècle avec un mot affreux qui s'appelle l'AMI, qui est l'accord multilatéral d'investissement, qui stipulait que les entreprises pouvaient poursuivre en justice les États. Si une entreprise est gênée par la protection sociale d'un État, etc., eh bien, elle poursuit en justice l'État qui devra donc, enfin, qui aurait dû à l'époque réduire toutes ces protections pour faire en sorte que l'entreprise retrouve son dynamisme. Or, ils ont remis ça sur le tapis avec un autre nom. Ils ont toujours, là, on est passé de l'AMI à l'APT, qui est l'accord de partenariat transatlantique qui cherche à remettre sur les rails ce projet fou qui consiste à faire de l'entreprise l'institut phare où les États sont réduits à des laquais et les habitants de ces États à des simples consommateurs. Alors, ils veulent accélérer le processus parce que... Alors, je dirais d'abord l'aspect matériel. Les États-Unis, situation catastrophique. Et finalement, ils ont besoin, entre guillemets, de l'oxygène humain de l'Europe et des États du Pacifique pour... assurer leurs arrières, créer un bloc tellement puissant que ils peuvent traiter avec la Chine. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée de conjurer un déclin annoncé de cette manière? Il y a ça aussi. Ce fameux projet pour un nouveau siècle américain qui pourrait être compromis justement par ce déclin. Parce que moi, il m'apparaît comme ça. Je me souviens de l'article, le livre formidable d'Hervé Couteau-Bégari sur le déclin de l'Amérique. Il prévoyait ça pour 2024, le changement. Et là, on sent que les États-Unis, profitant de leurs laquais, de leurs obligés, des élites qu'ils ont formées, comme par exemple ce qu'on appelle la French American Foundation. Le Young Leader, c'est François Hollande en État. Voilà. Alstom. Des gens qui sont passés par eux, donc qui sont formés au raisonnement américain, qui doivent des choses aux États-Unis, qui savent ce qu'ils recevront en retour, qui ont été soutenus par eux. Donc tous ces gens-là sont tractionnés contre les intérêts des Européens, mais ils ont un certain nombre de relais, donc les États-Unis en Europe. Et évidemment, comme vous le disiez très justement, Pascal Lassalle, la notion d'internationalisme là de Razi au profit, je dirais, de l'empire, l'ex-empire russe, quoi, de Vladimir Poutine, je dirais que l'axe, le grand marché transatlantique, il se fait plutôt au profit des Américains qu'au profit des Européens. Oui. Avec, quand vous avez parlé de l'AMI, je pensais que vous alliez nous parler de Pascal. Oui. Parce que déclaration qui, à mon avis, s'inscrit dans la droite ligne de ce qui va être le grand marché transatlantique, c'est-à-dire un sous-SMIC. Oui. On en a parlé quand je vous ai reçu, je me souviens, il y a plusieurs années, où on en parlait, Monsieur Sana, qui a une lettre économique remarquable, le contrarien en parle et quelques-uns en parlent. L'objectif est que tous les Européens gagnent 800 € par mois. Oui, alors c'est ça l'objectif. C'est un ensemble. Pascal Lamy, il veut baisser les salaires avec une petite oligarchie, ce que Jean-Yves Le Gallou appelle la super élite mondialisée, qui elle nage dans l'opulence. Ce qu'on voit dans les films de science-fiction d'ailleurs. Et puis, tout à fait, vous avez raison. Et puis vous avez les gars dans la soute, c'est Métropolis. Oui, c'est effrayant. Et Pascal Lamy s'inscrit exactement dans cette lignée. En fait, c'est salaire réduit. Quand je dis réduit, c'est réduit au strict minimum. Toutes les protections en tout genre supprimées. Et dans mon livre Chronique du mondialisme, j'évoquais la construction européenne avec le marché transatlantique en liaison avec le régionalisme. Parce que là aussi, ça va de pair. Et si Manuel Valls, qui est aussi un agent du système, accélère la volonté de régionaliser la France, de passer de 22 à 11 régions, c'est pour faire en sorte qu'il y ait une Europe des régions fragmentée au service des lobbies, des groupes, des multinationales. Et dans cette histoire,
Vous avez une régionalisation qui touche tous les domaines, que ça soit les régions, et vous en savez quelque chose, vous Emmanuel Ratier, puisque ça touche même les sites internet et les régions comme la Catalogne, puisque la Catalogne, le site internet n'est pas .es mais .cat, et que cela vous a rendu un fier service de lire les indications en .cat. Mais cette régionalisation est là pour fragmenter les États européens, et une chose, dans mon livre Chronique du mondialisme, j'ai montré plusieurs cartes. Il y en a deux en particulier. Une carte du manuel de la bière Heineken, une carte qui date de 1992, qui fragmente tout le continent européen, dont la France, en 8 blocs. Donc on voit qu'il y a déjà une volonté de réduire la France à peu de choses. Et chose très intéressante dans cette carte de 1992, quand on regarde les frontières de la Yougoslavie. En 1992, l'État yougoslave existe, les unifié. Eh bien, ces frontières régionalisées de l'État yougoslave correspondent grosso modo quasiment aux frontières qui existent actuellement depuis la fin de la Yougoslavie. À part que le Monténégro s'est séparé de la Serbie, voilà. Mais sinon c'est quasiment pareil. Le Kosovo est rattaché à l'Albanie d'ailleurs. Voilà, mais dans les cartes ethniques du Parlement européen, c'est déjà le cas. Mais je montre aussi une carte d'un Autrichien naturalisé anglais qui s'appelait Leopold Kohr, qui dans les années 50 a sorti un bouquin où les États-Unis éclatent eux aussi en différentes entités. Parce que l'oligarchie américaine, elle n'a pas une vision patriote. Ils sont tous sauf patriotes. Ils ont une vision qui consiste, en fait, c'est le principe pour bien mâcher, pour bien digérer, il faut bien mâcher. Ils veulent fragmenter tous les États, et les États-Unis passeront à la trappe. Et d'ailleurs, c'est ce que, dans ses mémoires, David Rockefeller l'avait dit. Certains m'accusent, moi et d'autres, de conspirer contre les États-Unis. Si c'est ce dont on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. Texto, et il a dit ça comme ça. Donc, en fait, il faut, face à une situation et un ordre anglo-saxon hérité de 45, il cherche à le maintenir, mais tout en favorisant la mutation à l'échelle de la gouvernance mondiale, en sachant qu'il y a la Chine qui est le rival. Donc il faut à tout prix réussir ce bloc euro-atlantique, les liens transpacifiques, et j'insiste sur cet élément où les Russes ont failli semer la pagaille dans le projet américain. C'est lorsque Poutine a lancé fin 2011 l'Union eurasienne supranationale, qui certes est une Union eurasienne supranationale essentiellement sous l'égide de Moscou, au même titre que l'Union européenne, c'est Londres et Berlin, c'est pas Helsinki et c'est pas Lisbonne. Il y a toujours évidemment un pays, une zone, un fédérateur, comme aurait dit De Gaulle, qui avait très bien vu en 65 quand il disait que pour la CE de l'époque, il fallait un fédérateur. Le fédérateur, c'était les États-Unis à l'époque, mais l'Allemagne n'est que le relais américain. Eh bien, dans cette optique, Poutine a 3 fois de suite proposé un projet aux Allemands et à Bruxelles. Et avant de le citer, il faut rappeler ce point clé qu'il faut impérativement, là je demande aux auditeurs de Radio Courtoisie de hausser le son, la géopolitique anglo-saxonne, il faut la connaître. Et entre autres, vous avez ce qu'on appelle Alfred Mackinder, début du XXe siècle, qui disait, en 1904, il ne faut en aucun cas qu'une puissance, à l'époque l'Allemagne, la Russie, ensuite l'Union soviétique et à nouveau la Russie aujourd'hui, il ne faut en aucun cas qu'une puissance européenne unifie l'Europe et la Russie en une seule entité politique et économique. Car, disait-il à cette époque, si une puissance allemande ou russe réussit cette affaire, nous, anglo-saxons, nous tiendrons pas le coup. Cette puissance eurasienne, Europe et Eurasie sera tellement forte que nous pourrons pas tenir économiquement et démographiquement. Donc, règle d'or, empêcher toute unité de l'Europe. Et les 2 guerres mondiales, c'est ça. C'est parce que Berlin, Deuxième Reich, Guillaume II et Hitler en 39, voulaient une unité de l'Europe, mais Londres et Washington éjectés. Les Anglo-Américains sont pour l'unité de l'Europe à une seule condition, que cela se fasse sous leur égide. Là, d'accord. Et là, dans cette histoire, depuis 1945, l'Allemagne est le sergent-chef, pour le moment docile, des Anglo-Américains. Mais on est sur Terre, rien n'est éternel. Donc un jour, peut-être, il y aura des soucis. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous ai dit, fin 2011, Poutine lance son Union eurasienne supranationale. Ça je dirai après. Et il faut savoir qu'un an auparavant, octobre ou novembre 2010, Poutine va à Berlin, il rencontre Angela Merkel et lui propose de créer une zone de libre-échange entre l'Union européenne et la future Union eurasienne, et
Poutine dit ceci à Merkel, une union allant, je cite, de Lisbonne au Pacifique. C'est-à-dire cette zone de libre-échange unifiée où les Anglo-Américains dégagent. Ils n'ont pas aimé. De Brest à Vladivostok. De Lisbonne au Pacifique. Oui, voilà, c'est Pacifique. Non, parce que c'est une phrase ancienne, quoi. Oui. Alors, il a renouvelé cette demande dans un discours en juillet 2012, où il a dit qu'il fallait créer ce marché unifié de zones de libre-échange. Donc des biens, des personnes, etc. Et quand même, il faut rappeler cette chose. Poutine, qui s'oppose avec justesse à tout ce qui est théorie du genre, etc., si vraiment il était contre ces principes-là, il devrait se dire qu'une zone de libre-échange, c'est la libre circulation de tout, mais aussi des idées. Or, les principes qui régissent de plus en plus l'Occident, la théorie du genre, mariage pour tous, etc., eh bien, avec une zone de libre-échange, c'est être contaminé par ces préceptes-là. Donc, c'est quand même étonnant que Poutine ait proposé cette chose-là. Mais là où Poutine a véritablement, j'allais dire, franchi la ligne rouge, c'est cette année, le 28 janvier 2014, où là, il a, lors d'une réunion à Bruxelles, Russie-Union européenne, à nouveau, demandé de créer un bloc unifié, Europe-Russie, et là je cite Poutine, 28 janvier 2014, je cite, « L'important est de discuter le plus sincèrement possible des questions clés. Nous avons évoqué les perspectives de création d'un espace économique et humanitaire commun de Lisbonne à l'océan Pacifique. Il est inadmissible de créer de nouvelles lignes de démarcation. Il faut au contraire travailler ensemble à la création d'une Europe unie. » Et je rajoute ces propos très intéressants d'un de ses bras droits, Igor Chouvalov, qui dit ceci le même jour. Ceux qui critiquent l'Union économique eurasiatique affirment que c'est un projet visant à faire renaître l'Union soviétique et à créer une hégémonie régionale. Sur le terrain, s'il y a un modèle qui inspire l'intégration économique eurasiatique, c'est l'Union européenne et non l'URSS. Donc très intéressant de voir que quand même ces élites russes ne sont pas farouchement opposées au modèle de l'Union européenne. Simplement, il y a une formule à retenir, c'est le partage du gâteau. Et dans cette histoire de création de cette union allant de Lisbonne au Pacifique, les Américains, avec ce fameux marché transatlantique, se voyaient complètement éjectés. Et donc c'était une catastrophe pour le système économique et financier américain, car un des piliers de ce marché transatlantique, faisant le pendant au marché transpacifique, était en train de s'effondrer. D'où les événements qui ont suivi dans les jours suivants, de Maïdan en Kiev, la place Maïdan en Ukraine. Et je me suis amusé. Là, voyez-vous, Emmanuel Ratier, je vous rejoins dans le peu de travail que font les journalistes actuels. Je suis allé sur le site officiel de l'Oudar. Vous savez, en fait, vous avez eu, place Maïdan, 3 grands partis à manifester, pro-européens. Le parti de Vitali Klitschko. Vous avez d'abord l'Union pan-ukrainienne, dirigée par Timoshenko. Et puis, vous avez l'Oudar. L'Oudar, c'est le coup, le choc. Coup de poing. Le coup de poing, le coup, dirigé par le boxeur Vitali Klitschko. Et je suis allé sur leur site pour voir, donc, qui les soutient. Alors sur le coup, j'ai été déçu parce que c'était en ukrainien. Je me suis dit zut. Enfin, j'ai pas dit ça, mais enfin voilà. Et tout de suite, j'ai vu la version en anglais. J'ai cliqué sur la version en anglais. Or, qui voit-on parmi les soutiens apportés à l'Oudar? On voit 2 ONG américaines. L'une qui s'appelle l'IRI, qui veut dire International Republican Institute. Alors tout ça, c'est des ONG en faveur des droits de l'homme, la démocratie, la pluralité politique, enfin ça c'est la tarte à la crème. Et l'IRI, donc International Republican Institute, dirigé par le sénateur John McCain, 2e ONG. La NDI, National Democratic Institute, dirigée par l'ancienne secrétaire d'État du gouvernement Clinton, Madeleine Albright. Et 3e larron, l'Allemagne, avec la CDU d'Angela Merkel, et plus exactement la fondation la Konrad Adenauer, la fondation Konrad Adenauer, les fondations Konrad Adenauer, qui, en janvier et en octobre 2011, a payé tous les déplacements de Klitschko en Allemagne pour s'inspirer du modèle économique et politique allemand et lui permettre de rencontrer tout le gratin politique allemand. Donc on a la preuve que Klitschko est domicilié en permanence en Allemagne. Oui, ce qui peut aider. Et ça peut aider un pied-à-terre, si je puis dire. Donc on voit qu'il y a véritablement une volonté de la part des Anglo-Américains et des Allemands de déstabiliser l'Ukraine. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé?
Le projet d'unifier cette Europe et cette Russie de Lisbonne au Pacifique selon les volontés de Vladimir Poutine, avec ce qui se passe en Ukraine, ce projet est passé à la trappe, car il y a maintenant une frontière quasi hermétique entre d'un côté le monde russe et de l'autre côté l'Union européenne, elle-même annexe du bloc anglo-saxon. Donc les Anglo-Américains, ouf, ils respirent. Le vent du boulet, ils l'ont senti à plusieurs fois. Que la crise ukrainienne est liée au marché transatlantique. Est liée au... Voilà. Oui, parce que vraiment, c'est une. D'ailleurs, c'est ce que je raconte dans mon livre Chronique du mondialisme, où en note de bas de page, j'explique que cette volonté de créer, de la part de Poutine, un bloc unifié, une zone de libre-échange de Lisbonne au Pacifique. Mais ça, je crois que j'écris, ça doit faire hérisser le poil des anglo-saxons, enfin une forme de ce style, en citant Mackinder. C'est l'élément clé de la politique anglo-saxonne. Il ne faut en aucun cas qu'une puissance allemande, soviétique, russe aujourd'hui, puissance continentale. Voilà. Surtout pas.